Chers amis abonnés, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour que l'on regarde ensemble le thème de Madame Oudéa Castéra-Amélie. Et puis en même temps, ce thème va être aussi un prétexte, en fait, pour vous montrer la pertinence des transits. J'ai eu quelques messages me demandant un peu de parler des transits, d'insister davantage sur l'importance et la pertinence de travailler les transits en astrologie. Donc on va prendre comme base le thème de Madame Oudéa Castéra, qui est actuellement sous les feux de la rampe. Hein. Voilà, et donc on va se servir de son thème comme base d'observation. Alors les transits, c'est très important parce que qu'est-ce que c'est en réalité? C'est le ciel du ici et maintenant. Hein, c'est-à-dire que le ciel du ici et du maintenant qui se calque sur le thème de naissance. Alors on voit que Madame Castéra, Oudéa Castéra, est née le 9 avril 1978 à 12h20 à Paris. Hein, voilà. Ce qui fait d'elle une native du signe du Bélier avec un ascendant Cancer, donc née sous deux signes cardinaux, qui sont des signes d'élan. L'un est l'élan du printemps et l'autre l'élan de l'été. Alors les transits donc sont très importants. Je vais vous confier une petite anecdote. J'avais alors 18 ans et j'avais donc suivi des cours d'astrologie. Et puis je voulais quand même voir comment les astrologues se débrouillaient avec une carte du ciel, parce que je me disais, la théorie c'est bien beau, mais dans la pratique, comment font-ils pour travailler et faire parler une carte du ciel? Je voulais les voir à l'œuvre. Je voulais en définitive, selon ma nature très scorpion, je voulais les tester, je voulais voir. Voilà. Et j'ai pris à l'époque rendez-vous avec quelques grands noms de l'astrologie, parmi lesquels figurait André Barbeau. Et alors, donc, j'avais 18 ans, je vais le voir rue du Général Brunet, là où il habitait. Et puis, il me présente ma carte du ciel, il va très vite je dirais, au cœur de ma personnalité. Et puis, je me confie à lui et je lui dis que j'apprends l'astrologie. Et là, son regard s'est mis à pétiller. Il était très heureux de voir un jeune garçon de 18 ans s'intéresser à l'astrologie, et là, avec toute la générosité qui caractérisait André, il a commencé à me prodiguer des conseils, me conseiller des lectures, et puis, à un moment de la conversation, je lui ai confié que j'avais appris à monter les cartes du ciel, toutes les techniques, et qu'ensuite, arrivé à l'interprétation, j'avais décidé de faire mon propre chemin, tout seul. Et là, il m'avait fait cette confidence en me disant qu'on n'apprenait pas l'astrologie des autres. Et il me pose cette question, est-ce que vous faites les transits? Et je lui avais donné une réponse un petit peu hésitante, qu'il avait tout à fait perçue. Je me souviens qu'il m'avait répondu, votre oui est mou. Et il m'avait dit, pratiquez les transits, c'est très important. C'est là que vous pourrez voir qu'il y a une réalité, un fait astrologique. Et à la suite de cette rencontre, qui a été déterminante pour moi, hein, je tairai le nom des autres astrologues que j'ai vus alors, puisque les échanges avaient été moins féconds et moins intéressant pour moi. Ça ne retire pas la qualité et la valeur de ces astrologues, bien sûr. Alors donc, les transits. Mais tout d'abord, on va regarder un peu le thème de Madame Oudéa Castéra. Donc, Bélier ascendant Cancer. Alors, ce qui saute immédiatement aux yeux, évidemment, c'est son grand trigone de feu. Hein, vous voyez, hein. Soleil au trigone de Saturne, trigone Neptune, lesquels sont au trigone de l'un de l'autre. Là, ce grand trigone de feu, Soleil Bélier exalté, hein, Saturne Lion, Neptune dans le signe du Sagittaire. Donc, un trigone fait d'énergie. Les trois valeurs du feu réunies par un trigone. On rajoute à ça un Mars angulaire à l'ascendant, hein, ce qui signe sa carrière un peu dans le tennis, n'est-ce pas? Et puis le fait qu'elle a été aussi au ministre des Sports. L'angularité martienne se fait sentir avec le fait que Mars a maîtrise sur le Soleil et sur Mercure. N'oubliez jamais le rôle des maîtrises en astrologie, je n'insisterai jamais assez là-dessus. Donc nous avons une personne née sous le signe du Bélier, nous voyons une conjonction Soleil-Mercure
au trigone de Saturne, au trigone de Neptune. Mais qu'est-ce que l'on remarque? C'est que Mercure, Saturne, Neptune sont rétrogrades. Les trois planètes sont rétrogrades. Et je dirais que le plus sensible dans ces trois, c'est Mercure, parce que Mercure, c'est une rapide. Et là, nous voyons que Mercure est dans sa phase de rétro et encore dans sa phase épiméthée. Mercure n'a pas encore fait sa conjonction inférieure au Soleil. Donc, on voit un Mercure épiméthée. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, vous savez que Mercure symbolise la communication, l'échange, le lien. Hein, je ne vous apprends rien là-dessus. Mercure, c'est le vif argent. On fait jouer, parler notre Mercure en permanence, chaque jour, tous autant que nous sommes. Alors là, on a un Mercure bélier, conjoint au Soleil. C'est plutôt un Mercure frondeur, un Mercure plutôt combatif. Un Mercure qui est sous les auspices de Mars, hein, donc un Mercure qui a quand même un fond, je dirais, combatif, qui n'a pas peur d'affronter, en fait, les choses. Hein, Mars, c'est la guerre, c'est l'action, c'est le combat, ça peut marquer le courage également, donc voilà, mais il est rétrograde. Ça veut dire qu'un Mercure, si on le rapproche du dieu Hermès, dans la mythologie, ben, c'est-à-dire que Mercure revient sur ses pas. Ça veut dire qu'il a oublié quelque chose. Il faut qu'il fasse le point, etc. Donc on dit que Mercure rétrograde, on l'associe un petit peu à Épiméthée. Et Épiméthée, c'était le frère de Prométhée. Alors Prométhée, c'est celui qui avait ses capacités à anticiper, à se projeter sur le futur, qui avait toujours une capacité donc d'anticipation, qui avait toujours un coup d'avance. Alors que le petit frère, lui, Épiméthée, c'était tout le contraire. Toujours un coup de retard, faisant ce qu'il ne faut jamais faire, ne prenant pas toujours la bonne décision au bon moment, bref. Épiméthée, un peu le petit retardataire. Voilà. Donc quand on a un Mercure rétrograde, il faut toujours être vigilant. Alors évidemment, il y a une technique qui consiste à savoir à quel âge le Mercure redevient direct. Hein, puisque Mercure rétrograde 3 fois par an, et ce, durant à peu près 24 jours. Donc, au grand maximum, si on est sous le premier jour de rétrogradation de Mercure, bon, à l'âge de 24 ans, il est redevenu direct. On en a la certitude. Mais, bon, on peut très bien être né 8 jours après la phase de rétro. Ça veut dire que si on est né 8 jours après la phase de rétro, on aura un Mercure qui redevient direct à l'âge de 16 ans. Voilà, donc lorsque vous voyez des Mercures rétrogrades dans les thèmes de naissance, regardez toujours à quel âge Mercure a repris sa course directe. D'accord? Un jour égale 1 an. Voilà. Et pour Madame Oudéa Castéra, on a ce Mercure quand même qui est dans la maison 10, donc ça veut dire qu'il se déploie dans le cadre de ses ambitions, dans le sens qu'elle veut donner à son existence. Hein, vous voyez la verticalité de la conjonction Soleil-Mercure. Trigone Neptune, trigone Saturne. Donc au départ, trigone Neptune, ça peut donner un fort idéalisme, une grande ouverture d'esprit, Neptune étant le maître de son milieu du ciel, hein, qui marque aussi ce vers quoi elle tend. Et puis enfin Saturne qui donne, lui, qui est plutôt l'inverse de Neptune. Hein. Il y a un large et il y a un étroit. Il y a un idéaliste et puis il y a un pragmatique, et elle a Mercure qui est au trigone. Donc au départ, ça donne plutôt une configuration très favorable. Elle a d'un côté la force de concentration de structure, et de l'autre toute l'ouverture et l'idéalisme. Sauf que tout ceci est rétrograde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça demande de la constance, ça demande beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de vigilance, parce que sinon, ce Mercure rétrograde, qui est le plus rapide, peut provoquer des petits accidents de parcours. Hein, Mercure, c'est la rapidité. En plus, en bélier, c'est plutôt rapide et c'est plutôt impulsif. Alors le trigone de Saturne tendrait à contrôler tout ça, mais comme Saturne est rétro, alors un Saturne rétro est encore plus puissant dans sa force de restriction, de concentration,
Saturne, ce n'est pas la rapidité, donc quand il est rétro, il est encore plus lent. Donc ce trigone peut s'avérer à double tranchant, il peut marquer une frustration également. Et puis de l'autre côté, Neptune qui est tout en relâchement, tout en expansivité, hein, vient faire un trigone à Mercure. Donc on a un Mercure qui est partagé entre deux énergies qui sont totalement opposées. Alors après, elle peut très bien réussir à faire la synthèse des deux, réussir cette forme de dialectique, ou pas, dans le cours de son existence. Hein. Ça reste ça, un mystère, il faut voir ça dans la réalité. Bon. Alors, ce Neptune, donc là, qui est donc le maître de son milieu du ciel, le trigone de Mercure, bien évidemment, il joue à plein. Alors Mercure, Neptune, c'est pas le rapport avec le réel, hein, c'est tout le contraire. Hein. Et on en a eu un exemple, là, lorsqu'elle a été élue, et qu'elle a fait cette déclaration, et elle l'a fait sous une impulsivité, parce que moi j'ai assisté en direct lorsqu'elle s'est laissée aller à ses confidences, hein. On a vu qu'elle a été prise par un espèce d'élan, qu'elle était totalement sincère dans ce qu'elle disait, hein, vraiment. Je me souviens, il y avait Monsieur Gabriel Attal qui était à côté, qui était en état de sidération parce qu'il était en train de se rendre compte qu'elle était en train de se prendre les pieds dans son propre tapis, lequel n'avait rien de volant à ce moment-là. Et elle s'est laissée complètement emporter par ce Mercure rétrograde au trigone de Neptune rétrograde, perdant pied avec la réalité de Saturne. Elle est allée là, directement. Elle s'est laissée complètement transporter, elle s'est abandonnée à cette confidence dans laquelle elle était totalement franche, on l'a vu. Hein, il y avait une certaine forme d'honnêteté et en même temps de candeur, de naïveté. Il y a le manque de secondarité, justement, du bélier. Le bélier est dans la primarité, il est donc dans l'instant, il n'y a pas de capacité de recul. Elle s'est laissée complètement emporter par cette confidence. Et puis, bah voilà, Épiméthée a fait son travail. Il a dit ce qu'il ne fallait pas dire au mauvais moment, et maintenant, elle s'en mord considérablement les doigts. Et autre élément aussi dans ce grand trigone, là, alors attendez, je vais retirer les carrés, voilà, comme ça on y voit un petit peu mieux. Vous voyez, trigone, et elle a un autre élément qui est très critique dans son thème, c'est le Soleil, qui est opposé à Pluton, et y compris Mercure, les deux. Et là, c'est dans l'axe 4-10, autrement dit, le secteur de la réalisation. Hein, 4, la vie intime, 10, la vie professionnelle. Et on a un Soleil à la culmination et un Pluton au fond du ciel. Ça peut marquer des ascensions très importantes, le Soleil, la lumière, et des revers de médaille et des chutes tout aussi puissantes. Il y a une alternance entre les forces de lumière et les forces sombres. Hein. Pluton est une force sombre, il ne faut jamais l'oublier. Pluton n'aime pas la lumière. Hein. Pluton, plus il est dans l'obscurité, plus il est dans les rapports secrets, et plus fort il est. Pluton, Pluton quelque part, j'oserais vous dire que c'est un anti-soleil. Voilà, ce sont deux mêmes puissances, mais il y en a un, c'est la pulsion de vie, l'autre, c'est la pulsion de mort. Ça veut dire qu'elle peut, surtout qu'il y a Mercure qui y participe, hein, elle peut mettre en place ses propres mécanismes qui vont l'entraîner à chuter. Puis là, c'est la saison en enfer, hein, pour employer une formulation ramaldienne, c'est la saison en enfer, on bascule et c'est l'enfer. Et tout l'aspect lumineux, étincelant d'un soleil bélier se trouve recouvert par la noirceur, le côté extrêmement sournois et négatif de Pluton. Hein, parce que certes, Pluton, c'est une planète de transcendance, une planète qui nous permet d'évoluer, mais quand il est mal vécu et qu'il joue en termes, je dirais, d'événements, hein, ben, il peut s'avérer extrêmement nocif. Soyons clairs, il ne faut pas avoir peur des mots. Hein. Et là, cette opposition dans son thème, et évidemment, le relais qu'elle a, vous voyez, dans cette opposition-là, le relais qu'elle a, il passe par Neptune. Vous voyez, l'opposition
là, sextile Neptune, trigone Neptune. Et Neptune, c'est le maître de son milieu du ciel. Voilà. Mais Neptune, ben, je dirais que là, c'est pas une force d'incarnation. Hein. Neptune, c'est plutôt une qualité, on va dire, plutôt humaine. Et évidemment, comment dirais-je, comme ce Mercure est précisément rétrograde, et vous verrez, et vous avez constaté qu'également Pluton est rétro, et là, en fin de compte, toutes les planètes lentes rétro. Saturne, Pluton, Uranus, Neptune et Mercure. Elle est servie en termes de rétrogradation, hein, vraiment. Hein. Donc, même là, Pluton est rétrograde. Donc, on voit que cette force-là est très insistante. Autrement dit, chez un sujet, comme ça fait intervenir Mercure qui marque l'intellect et le Soleil qui marque le conscient et l'ego, le sujet et elle-même, elle peut effectivement, d'une façon tout à fait inconsciente, Pluton, Neptune, on est vraiment dans le registre de l'inconscient, mettre en place ses propres mécanismes qui vont provoquer sa propre chute. Voilà. Donc ça veut dire que c'est une personne, Madame Oudéa Castéra, qui aurait tout intérêt à faire un énorme travail sur elle-même pour arriver à comprendre cette opposition-là dans son thème, pour pouvoir justement anticiper, parce que son Mercure est redevenu forcément rétrograde, pour pouvoir anticiper et pouvoir justement éviter, pallier ces risques, parce que ça peut se représenter encore dans le cours de sa vie, tant qu'elle n'en aura pas compris les mécanismes profonds. On a quand même un Pluton qui part du fond du ciel, ça veut dire que au niveau de ses racines, de son départ, elle a grandi dans un monde plutonien. Vous voyez, donc c'était peut-être un monde d'autorité, de pouvoir avec Pluton, parce que Pluton c'est la planète du pouvoir, n'oublions jamais. Et puis, comme je le dis souvent, la maison 4, c'est l'ascendant occulte. Donc elle est habitée par des forces souterraines, chtoniennes de Pluton. Donc ce Pluton-là, dans son thème, il ne faut surtout pas le négliger, il est extrêmement fort. Très très fort, surtout qu'il a la maîtrise sur Uranus, dans sa maison 5 qui est opposée à Vénus-Lune et qui est le maître de sa maison 8. Vous voyez, donc on voit la résonance encore qui nous ramène à la maison 8. Voilà un peu l'aspect très très critique enfin très critique. Oui, il est critique parce qu'on en a eu une éclatante démonstration dernièrement en direct. Hein, le dérapage, Mercure rétrograde, Bélier, Trigone, Neptune rétrograde, Sagittaire, le dérapage spontané, sincère, impulsif qui est parti et qui a enclenché le démarrage de sa chute. Voilà, parce que là, je peux vous dire qu'elle n'a pas terminé, on va voir tout à l'heure justement avec les transits, puisque c'était l'objet de ma vidéo, on va voir les transits pour voir comment il joue dans son thème, mais on voit un peu la zone névralgique de son thème. Il y a une force, indéniablement, il y a du feu, on ne peut pas le dénier, hein. Donc c'est une battante, il ne faut pas la sous-estimer non plus, il y a quand même ce Mars-là, c'est un Mars en Cancer, donc il réagit aux valeurs de la Lune, donc dès qu'on la touche sur le plan, on va dire, affectif, eh bien, il y a forcément une réaction qui se met en place. Hein. Bon, un Mars qui est au trigone du MC, qui est angulaire à l'ascendant, donc ce qui marque le début de sa carrière en tant que... elle a été championne de tennis, hein, si... mes informations sont bonnes. Elle a été également au ministère des Sports, donc la jeunesse et des sports, ce qui correspond bien à la planète Mars. Hein. Mars, c'est la planète des sportifs. Des gens qui ont besoin d'un engagement physique. Hein. Elle a d'ailleurs un encadrement Jupiter-Mars, hein, qui marque une certaine forme de puissance. Hein. D'ailleurs, vous noterez que l'actuel Premier ministre, M. Gabriel Attal, a une conjonction Jupiter-Mars au début des Gémeaux. Hein, ici, et on voit que l'ascendant de Madame Castéra est encadré par Mars-Jupiter. Travailler aussi beaucoup les encadrements, ça donne énormément d'informations. C'est ce qui encadre le moi profond. Elle a un moi profond qui est encadré par Mars-Jupiter. Alors certes, les deux, Jupiter, là, il est en exil, puisqu'il est en Gémeaux, et Mars est en chute, puisqu'il est en Cancer. Voilà, donc elles sont un petit peu affaiblies, mais elles ne perdent pas leurs propriétés symboliques intrinsèques. Voilà. Alors, une très belle conjonction Vénus-Lune en Taureau, c'est une très belle position.
difficile de venir me dire le contraire. La Lune est exaltée, Vénus est en domicile. Ce qui veut dire que c'est certainement une personne agréable, certainement, à vivre, qui doit avoir un grand sens de l'amitié. Vénus-Lune dans la maison 11, qui est la maison des appuis, la maison de l'amitié. Bref, c'est une très belle conjonction. Alors, il y a l'opposition à Uranus qui vient un petit peu secouer l'édifice. Uranus rétrograde, hein, donc on voit que l'opposition est appliquante, pour le coup, si j'ose dire. Bien que... et puis, elle est appliquante parce que Vénus-Lune sont en train d'aller vers le 15e degré. Hein, vous voyez, donc elle est vraiment, vraiment appliquante. Alors, c'est dans l'axe 5-11. Vous savez que je n'ai pas par habitude de rentrer dans la vie intime. Je ne fais jamais d'interprétation, je regarde par le trou de la serrure, donc je ne rentrerai pas donc dans l'interprétation, mais c'est dans l'axe quand même 5-11, l'axe de la création, de la vie amoureuse. La maison 11 est l'une des maisons les plus festives du zodiaque. Elle est sous la maîtrise de Pluton, lequel est en 4. Voilà, c'est une belle configuration avec Uranus qui peut passer par des soubresauts, des revers inattendus sur le plan même des appuis et des relations. Hein. Ça veut dire qu'il faut quand même qu'elle soit vigilante sur ce plan, parce que il peut y avoir aussi peut-être des moments où elle peut se faire lâcher en cours de route, hein. À voir dans le cours de son existence. Hein. Voilà, donc, vous voyez, toujours bien observer les aspects. De prime abord, on voit un très beau trigone de feu, mais tout est rétrograde. Et puis, cette belle conjonction opposée à Pluton, qui tire vers le bas, qui amène vers le bas. Vous voyez, donc, il y a une alternance haut-bas. Lumière, je vais dire nuit, allez. Jour, nuit, il y a cette alternance, et la sortie passe par Neptune, qu'elle mette de son milieu du ciel. C'est-à-dire qu'elle aurait intérêt plutôt de s'orienter vers un destin qui fait intervenir des valeurs de Neptune, voyez. Alors là, elle est à l'éducation nationale, ça relève d'un Mercure, mais il est rétrograde. Voilà, c'est l'enseignement, avec un Mercure rétro, c'est peut-être pas là où il faut qu'elle se dirige, plus vers des valeurs idéaliste, humanitaire ou autre, je ne sais pas. À voir. C'est son destin, c'est elle qui fait ses choix. Alors il y a des choix conscients et des choix inconscients quelquefois qui nous amènent à vivre une configuration de notre thème pour que l'on puisse la comprendre. Et après, réussir à déjouer ces mécanismes et à faire justement de cette opposition-là une force dans le futur. Alors maintenant, on va voir les transits, puisque c'était en fin de compte l'objectif de cette vidéo. Alors, transit. Donc, vous connaissez maintenant la musique, hein, à gauche, le thème de Madame Oudéa Castéra, et à droite, le thème, le ciel, en fin de compte, d'aujourd'hui, et le ciel donc d'aujourd'hui, le ciel du 4 février 2024, il est 8h25. Vous voyez, je ne peux pas vous mentir hein, sur la date d'enregistrement. Vous voyez, voilà. C'est le ciel de maintenant. Alors, elle a été nommée le 11 janvier. Hein. Alors, on va positionner les planètes au 11 janvier, tout simplement, pour voir. 11 janvier 2024. Voilà. Là, c'est le ciel donc du 11 janvier 2024. Ne tenez pas compte de l'heure. Hein. Mais elle a été de toute façon nommée sous une nouvelle lune. Hein. C'était le jour de la nouvelle lune. Vous voyez, alors c'est très intéressant en termes de transit. Je vais tout vous juxtaposer immédiatement. Et on va faire un nettoyage. Et là, vous allez voir cette mécanique, comment dirais-je, planétaire et la synchronicité, le parallélisme qu'il y a entre l'événement d'un natif et l'état du ciel. Elle est nommée sous une nouvelle lune, hein, pile sur sa pointe de 7. Pile, hein, la lune allait avancer très rapidement, on allait avoir la nouvelle lune. 7, c'est tout ce qui est lié aux associations, aux partenariats, vous savez tout ça. Hein. Bon. Ensuite, nommée sous un transit de Neptune aligné sur le méridien céleste, sur sa cuspide du milieu du ciel, autrement dit le maître du milieu du ciel, qui est Neptune Poisson. Neptune transitait son milieu du ciel. Neptune étant de surcroît
dans la maison 6 et au trigone de sa conjonction Soleil-Mercure. Donc Neptune a fait ce parcours, là, arrivé sur son milieu du ciel. Expansion, au niveau de l'ambition, ouverture, expansion. Bon. Nouvelle lune, Neptune. Mais, dans le même temps où elle est nommée, qu'est-ce qu'il y avait? Pluton, secteur 7, à l'opposition exacte de son Mars natal. Pile. Pluton dans la maison 7, c'est ce qui vient devant vous, c'est ce qui se dresse sur votre route. La maison 1, c'est je suis, la maison 7, c'est l'autre. Moi, l'autre. Moi, mon alter ego. Partenaire, conjoint, associé, ennemi déclaré. Pluton en face d'elle, opposé à Mars. Mars qui est une planète très importante pour elle puisqu'elle maîtrise son Soleil et Mercure. Elle se prend la fronde de Mars. Et là, c'est pas gentil Mars, hein. C'est les traquenards, c'est les ennemis déclarés, mais en même temps extrêmement mauvais. Elle en prend. Là, c'est sûr que c'est un aspect où on veut sa peau. Hein, je parle d'une façon très carrée. Hein. On veut sa peau. C'est clair. Là, elle se prend la fronde. Vous voyez, il y a l'ouverture neptunienne. L'élan, vous voyez, trigone. Neptune au trigone de Mars, hein, ascendant. Et puis Pluton qui est juste en face, qui se dresse sur sa route. Donc il y a l'expansion neptunienne, et puis en plus au trigone de Mars, alors ça peut être là la multiplication des agressions, hein. Mars-Neptune, alors s'il y a un trigone, ça veut dire qu'elle arrive avec plus ou moins de facilité, mais elle arrive quand même à endiguer cette agression qui vient vers elle de toutes parts. Ce Neptune dans le même temps, vous voyez, dans le carré de Jupiter. Et Jupiter et Neptune sont quand même les 2 maîtres de son milieu du ciel. N'oublions jamais que Jupiter était le maître des poissons et également le maître de son ascendant par exaltation. Et on voit que Neptune vient au carré. Donc il vient mettre en branle, faire chanceler son autorité. Et en plus, Mars en transit à ce moment-là, vous voyez, était à l'opposition, enfin c'était une opposition dissociée de son Jupiter natal, mais il y avait Mercure qui était à l'opposition. Vous voyez, pile. De son Jupiter natal. Vous rajoutez un Uranus qui était dans sa maison 11, opposé à son Uranus natal, carré Saturne. Bref, il y avait là tout un faisceau de configurations qui laissait à présager pour elle des moments de tumulte. Et puis je peux vous dire que c'est pas terminé, parce qu'on va revenir, tenez, à aujourd'hui. Voilà, nous sommes le 4 février. Regardez Mars, là, en 7. Il va y avoir ce groupement de planètes qui sont en train de converger vers Pluton, donc qui vont activer son Mars natal. Elle n'a pas fini d'en prendre plein la figure. Carré, évidemment, sa conjonction Soleil-Mercure, hein, là. Hein, vous voyez, toutes les planètes fin Capricorne convergent au carré avec Mars qui est actuellement. Là, elle n'a pas fini d'en entendre. Il est clair que on veut la faire chuter. Il a été question de sa démission. De toute façon, elle était à peine élue, elle avait à peine fait sa déclaration que certains ont demandé sa tête immédiatement. Bref, on voit qu'elle est actuellement dans un faisceau de configurations qui ne sont pas du tout confortables et qui la malmènent. Et là, je peux vous dire que l'association Mars, Mercure, Pluton, c'est l'agression. C'est on essaye de la salir, on va chercher, on va fouiller, on va aller... Mercure, Pluton, ça peut être l'aspect, vous savez, excusez-moi la formulation qui n'est pas élégante, elle a été populaire, mais l'aspect fouille merde. On va chercher, on va creuser, on va essayer de trouver le petit élément qui fait tâche, voyez, pour porter atteinte à sa personne. Mars, en maison 1, c'est son intégrité personnelle, voyez. Et puis il va y avoir la concentration, petit à petit, voyez, on va avancer jour après jour, voyez. Regardez, vous voyez, demain, il y aura une conjonction Mercure-Pluton exacte opposée à son Mars natal, et puis l'avancée, vous voyez, il va, regardez. Vous voyez, il y aura même une conjonction, regardez, Lune-Mars le 8 février, hein, ça continue. Donc ça veut dire que là, je peux vous dire qu'elle est sur le grill, hein. Et donc, la conjonction Mars-Pluton exact va se faire le 14 février. Vous voyez là, pile opposé à son Mars natal.
pile, avec Vénus à côté, qui là aussi, ça peut être vraiment une atteinte à sa personne. Hein. On voit Vénus qui est opposée à Mars. On va essayer encore, bon, on va essayer de la salir. On va essayer de la... Oui, c'est clair que, vous voyez, Vénus va être au carré du Soleil et de Mercure. On va essayer de la salir, sans doute de trouver encore des choses pour la faire dégringoler. C'est-à-dire qu'il y a là une charge contre elle que, personnellement, je trouve totalement disproportionnée par rapport à sa déclaration. Vraiment, là, je vous donne mon sentiment. Après, vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais là, on voit qu'il y a une charge contre elle, vous voyez, il y a une montée encore en puissance, hein, qui est là. Vous rajoutez Saturne, qui est dans sa maison 9, mais bon, qui ne fait que sextile à sa conjonction Vénus-Lune, alors peut-être qu'elle a des appuis quand même, des gens qui sont derrière elle pour la soutenir, mais il y a quand même le semi-carré à Mercure. Vous voyez ? Donc, vous voyez un peu comment jouent les transits. Actuellement, vous voyez que les nœuds en transit, vous voyez, là, l'axe des nœuds est en train d'arriver sur son Pluton natal. Hein, aussi, le nœud nord est là. Il faudrait qu'elle aille plutôt dans ce sens-là, mais bon, c'est pas ce qui est en train de se jouer actuellement. Donc, le Soleil, lui, est actuellement en Verseau. Il file. Bon, c'est une planète rapide. Quand il va rentrer en Poisson, il va être un petit peu moins gênant pour elle, puisque les 10 premiers jours de la traversée du Soleil, il va faire sextile à sa conjonction Soleil-Vénus. Voilà, il fera après trigone à son ascendant, un peu plus loin. Mais vous voyez la charge qui est en train de monter contre elle. Là. Regardez cette triple conjonction là. C'est pas sympa du tout ça. Voyez, pour elle. Par rapport au contexte, si vous voulez, imaginez-vous astrologue, et puis cette dame vient vous consulter. Et vous ne savez rien d'elle, admettons qu'elle ne soit pas ministre. On aurait été en mesure, de toute façon, de lui dire, faites attention, il va y avoir un changement, un mouvement sur votre vie professionnelle, hein, sur vos ambitions, il y a une ouverture, mais faites attention, parce que devant vous, il y a une fronde qui se lève. Il va y avoir des attaques, ça ne va pas être du goût de tout le monde, on va essayer d'atteindre votre image et on va essayer de vous faire tomber de votre piédestal. Et comme elle a une opposition Soleil-Pluton, c'est elle qui a mis en place le propre mécanisme de sa chute en faisant cette confidence. Hein, et là, elle a mis en action non seulement son natal, son thème natal, vous me suivez, et également les transits. Et là, elle est prise dans un étau. Alors, va-t-elle résister? C'est quand même un bélier, hein. Il ne faut surtout pas la sous-estimer. Il y a une grande résistance, il y a une combativité chez elle. Elle ne va pas mettre pied à terre comme ça. Soleil-Pluton, ça veut dire si elle a ça dans son thème, c'est qu'elle est capable de le vivre. C'est pas comme quelqu'un qui vit un transit de Pluton opposé à son Soleil dans le cours de sa vie. C'est différent. C'est un événement vraiment qu'il n'est pas habitué à vivre. Mais elle est née avec ça. Donc ça veut dire qu'elle contient en elle cette configuration. Donc ça veut dire qu'elle a les moyens de la vivre et les moyens peut-être également de la désamorcer. C'est ça toujours qu'il faut comprendre dans un thème natal. Si on a ça, c'est qu'on est capable de l'affronter et on est capable de le vivre. Bon, donc elle a les moyens. Ensuite, il y a quand même ce Neptune, évidemment, qui est sur sa cuspide de 10. Et Neptune, c'est une planète qui tangue. C'est une planète qui est fragile. Ça peut effectivement, ça crée un chancellement dans sa position actuellement. Ça flotte, c'est le cas de le dire. Avec Neptune, ça prend l'eau, c'est le cas de le dire. Et elle a un Neptune au natal qui est rétrograde. Vous voyez, donc, c'est vrai que c'est comme si elle était actuellement, c'est comme si sa position était fluctuante. Voilà. Et on essaye sans arrêt de la mettre. Parce que le problème qui se pose, oui, c'est que Pluton, là, opposé à Mars, Pluton est en Verseau, mais il y a l'opposition encore. Hein. À la rentrée prochaine, je crois que c'est en septembre-octobre, oui, Pluton revient à l'opposition exacte de son Mars. Il va falloir qu'elle tienne le coup. Il va falloir qu'elle ait vraiment le cuir très très dur pour tenir, hein, sous les pressions qu'elle va vivre, parce que Saturne, lui, va continuer à avancer.
Et il va passer sur sa cuspide du milieu du ciel. Alors, c'est pas tout de suite, c'est en 2025 hein, qu'il va arriver là-haut. Attendez, on va mettre un an. Restez avec Saturne. Vous voyez, il va y avoir Saturne qui va arriver sur son milieu du ciel, vous voyez, le 16 avril 2025. Voilà. Alors, Saturne, parce que Saturne va aller rejoindre Neptune. Hein, il y aura la première conjonction Saturne-Neptune qui va se former en 2025. Voilà. Vous voyez, voilà. Bon, mais là, je vais un petit peu vite en besogne. Voilà. Revenons à aujourd'hui, 4 février. Elle a ce faisceau devant elle. Vous voyez, il va falloir qu'elle tienne, parce que ce Pluton-là, elle va tout le temps avoir une menace devant elle. Toujours. D'ailleurs, c'est intéressant de noter, vous voyez, qu'entre M. Emmanuel Macron, qui a Pluton sur son ascendant, M. Gabriel Attal, qui a Pluton sur sa cuspide de maison 7, et elle aussi, elle a un Pluton en maison 7. Vous voyez, c'est comme si, elle aussi, elle était appelée à traverser une époque de sa vie de difficultés, d'épreuves, de chaos intérieur, parce que je pense que sur le plan psychologique, ça doit considérablement l'ébranler, tout ça. Hein. Donc, quelle est sa capacité d'endurance à tenir face à ce flot d'agression qu'elle va recevoir, parce que c'est pas fini, je ne saurais vous le dire. Difficile de vous dire, même si je crois qu'elle a beaucoup plus de force qu'on l'imagine. Hein. Mais bon, il y a des limites. Hein. Il y a des limites. Hein. Ça peut aussi, cette conjonction Soleil-Mercure opposée à Pluton, donner des états dépressifs. Hein. On bascule dans le côté noir de Pluton, on chute dans l'abîme plutonienne. Hein. Ça peut être critique. Elle, par exemple, le moment où il faudra qu'elle fasse très attention, c'est quand Saturne va transiter son Soleil natal. C'est pas tout de suite, mais attention, quand Saturne va passer ici, hein, il va relancer l'opposition. Hein. Donc, il faudra que... Bon, mais nous n'en sommes pas là, c'est encore très très loin. Mais voilà un peu, hein, je voulais vous montrer la pertinence des transits. Hein. Alors, toujours tenir compte de l'état du natal, hein, et puis après, les transits. Alors, on a un Pluton qui part de sa maison 4, hein, et qui est arrivé ici. Vous voyez, il a fait ce chemin jusqu'à présent. Voilà. Et Pluton, c'est une planète de pouvoir aussi, et donc elle a un pouvoir contre elle qui se dresse, et il va y avoir une accentuation, un acharnement qui va continuer là. Hein. Et puis surtout, cette Vénus-là qui arrive, on va essayer vraiment de l'attaquer sur tous les fronts. Hein. Tous les fronts, il faut vraiment que là, elle a intérêt de se blinder. Hein. Je peux vous dire, parce que ça va pas être facile pour elle de tenir. Hein. Vraiment, là, on a compte, ça va se liguer contre elle. Il y a une concentration très très forte, hein, posée à son Mars natal, qui est le maître. Tout ça là-haut, c'est pas sympa, comme on dit. Non. Elle va pas. Il va falloir qu'elle se méfie de tout ce qui va se présenter à elle, quoi, hein, sans devenir paranoïaque. Mais elle va devoir faire preuve d'une très très grande vigilance. Hein. Voilà, alors, combien de temps va-t-elle tenir? Je ne peux pas augurer sa force, en fin de compte, hein, parce que le Mars est en Cancer. Donc, il fluctue, il va avec ses états d'âme. Elle a une lune en Taureau. L'âme est dans le signe du Taureau, c'est le signe du plaisir. Voyez, donc, elle a ce fond-là, tout de même, qui est fragile. Voyez, donc, est-ce que ça ne va pas jouer contre elle? Je ne saurais vous dire, hein. Vous savez, l'énergie de Mars, quand elle est mal vécue, c'est un peu comme le seppuku, ce harakiri. Hein, c'est la lame que vous retournez contre vous. Hein, vous la retournez contre le signe du Cancer. Hein, c'est tout ce qui est lié à l'affectivité, à la sensibilité, à l'émotivité. Vous voyez? Alors donc, et en plus en ce moment, elle a un Neptune au trigone de son Mars natal qui ne fait qu'attiser tout ça. Vous voyez? Alors est-ce que ça peut attiser sa combativité? Voilà, expansion d'agressivité martienne, ça peut l'aider, c'est vrai, mais on voit que ça fait carré à Jupiter, c'est son autorité, son pouvoir qui est touché. Voilà, donc il y a toujours une alternance entre aspects dits constructifs et aspects plus compliqués. Donc difficile de trancher, hein, difficile. Il faut qu'elle s'arme de force, c'est clair, qu'elle se prépare, parce que c'est la fronde qui monte par là. Voilà, donc, vous voyez, Mars, c'est l'agression, Vénus, c'est son image de marque, hein. Mercure, c'est la parole,
Et Pluton, c'est tout ce qui vient recouvrir, éclabousser. Voilà, c'est l'enfer qui dégringole. C'est pas sympa du tout. Pas sympa, non. Voilà, donc, si vous voulez, si elle n'était pas actuellement dans l'exercice politique qui est le sien, elle aurait ces transits-là, elle aurait certainement des difficultés sur le plan relationnel. Dans son cadre professionnel, elle aurait des emmerdements, des problèmes. C'est clair, là, ça se joue à une échelle, à une octave supérieure, puisqu'elle est ministre. Donc, elle est dans la lumière. Voilà. Et dans son thème de la lumière, elle peut passer à l'obscurité, pour employer un euphémisme, hein, et elle a mis ça déjà en place lorsqu'elle a fait sa déclaration. C'est comme si elle avait organisé sa propre chute. Alors, inconsciente. Hein. Vous voyez, vous savez, on met en place quelquefois les mécanismes de nos échecs. Hein. Je ne vous apprends rien là-dessus. Et tant qu'on ne les a pas compris, qu'on n'en a pas pris conscience, ils se reproduisent. C'est ce qu'on appelle les schémas de répétition dans une existence. Voilà. Ben écoutez, je vais stopper ici ma vidéo. C'était juste pour vous montrer un petit peu l'importance des transits, de leur tonalité. Également le thème natal, toujours le prendre en compte, parce que tout part du thème natal. C'est la matrice, il faut toujours revenir à ça. Et puis après, vous plaquez les transits sur le thème. Hein? Voilà. Ben écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un très très beau dimanche, puisque nous sommes dimanche. Et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures astrologiques. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo, je vous fais toujours le même blabla à la fin, mais je m'adresse aux nouveaux venus. Pour ceux qui sont abonnés, veuillez me pardonner pour toujours cette répétition en fin de vidéo, mais pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager cette vidéo, mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé, ça me permet de mieux me référencer ma vidéo dans le fil de l'actualité de Google. Voilà, c'est mes petites demandes en fin de vidéo et faites-le si vous désirez le faire, bien sûr, il n'y a rien qui vous y oblige. Sur ce, je vous dis à très très bientôt.